psychiatre installé en libéral depuis une dizaine d'années, j'ai une pratique de psychothérapie, j'ai aussi une pratique hospitalière en milieu carcéral. J'ai eu parmi mes patients plusieurs personnes qui ont eu affaire avec des mouvements sectaires et qui ont malheureusement développé des troubles psychopathologiques, plutôt de type névrotique ou de type dépressif. Je pense en particulier à une patiente qui a été élevée dans son enfance, qui a passé une partie de sa jeunesse dans un mouvement sectaire qui est une dissidence des témoins de Jéhovah, un mouvement assez autoritaire, totalitaire. Lorsqu'elle en est sortie vers l'âge de 25 ans, elle a rompu avec le milieu social dans lequel elle avait été élevée, elle a perdu un certain nombre de repères, elle a dû reconstruire sa vie, fonder une famille sur des bases différentes de ce sur quoi elle avait été élevée. Ça n'a pas été sans mal pour elle. D'ailleurs, alors qu'elle a aujourd'hui plus d'une soixantaine d'années, elle décrit encore des troubles et une souffrance existentielle de fait de cette éducation dans ce milieu sectaire. Alors, en effet, dans ce type de mouvement sectaire qui émane de groupes dits apocalyptiques, le mode de vie des adeptes est fondé sur l'attente de l'apocalypse, d'Armageddon, de l'arrivée sur Terre du paradis, et tout le reste de la vie sociale n'a plus aucun intérêt pour eux. Lorsque ces personnes sortent de ce type de mouvement, ils sont complètement désemparés. Et ils ont besoin de reconstruire un certain nombre de repères. Et il n'est pas inhabituel, en tous les cas dans les cas que j'ai rencontrés, de voir des personnes qui souffrent toujours d'une certaine culpabilité qui leur avait été imposée dans leur enfance, dans leur éducation, culpabilité par rapport à ce qu'ils appellent les plaisirs de ce monde, tout un système de pensée qui peut donner dans certains cas le lit à des états dépressifs liés à une culpabilisation, voire à une diabolisation des aspects sociaux de la vie en dehors du mouvement sectaire. Alors, on observe aujourd'hui l'éclosion de nouvelles formes de thérapie. Certains types de thérapies se prétendant fondées sur, par exemple, la psychanalyse, la recherche de l'inconscient, ou bien l'étude des émotions. Et ces nouvelles formes de thérapie peuvent parfois donner des dérives, avec en particulier un phénomène qu'on a surtout observé aux États-Unis, mais qui commence à venir en Europe, puisque j'ai entendu parler de certains cas assez inquiétants en France, de patients qui, à la suite d'une prise en charge par ce type de psychothérapeute, en viennent à découvrir dans leur mémoire refoulée des traumatismes très anciens qu'ils auraient été victimes, y compris dans leur toute petite enfance. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome des faux souvenirs induits. Ce sont des patients qui sont convaincus, après ce type de prise en charge par des psychothérapeutes, entre guillemets, déviants, qu'ils ont été victimes d'inceste. Et j'ai vu par exemple le cas d'un père de famille dont la fille adulte vient de porter plainte contre lui pour viol dans l'enfance. Cette jeune femme a, d'après ses dires, pu remonter à sa tendre enfance et à ses soi-disant traumatismes grâce à un thérapeute qui n'est pas du tout conventionné et qui sort tout à fait du champ habituel des psychothérapies, mais qui, par des méthodes complètement obscures et déviantes, aurait permis à sa patiente de découvrir ses souvenirs refoulés. Il existe toutes sortes de courants pseudo-thérapeutiques assez bizarres, étranges. Parmi les plus connus, il y a cette école qu'on appelle la psychogénéalogie ou des écoles apparentées. Dans ce type de prise en charge d'allure psychothérapeutique, les thérapeutes prétendent pouvoir expliquer les problèmes du patient qui souffre, qui amène sa souffrance au thérapeute et qui, au départ, lui fait confiance. Le pseudo-thérapeute va donner, dans certains cas, à son patient des explications très simplistes pour expliquer que, par exemple, s'il souffre de tel ou tel symptôme, c'est parce que dans sa famille, dans ses ancêtres, il a eu un aïeul qui a été un assassin ou un meurtrier ou je ne sais quoi. Donc ce type d'explication extrêmement simpliste qui est fondée uniquement sur le fantasme du thérapeute, qui est annoncé comme
comme une vérité absolue, eh bien, sur certains patients vulnérables et facilement impressionnables par le charisme de ce type de thérapeute, ça peut en effet avoir des effets. Donc c'est pour ça qu'il faut recommander aux patients qui seraient en prise avec ce type de thérapeute, eh bien, de signaler s'ils ont un doute, soit à l'ordre des médecins s'il s'agit de médecins, ou bien à des associations de lutte contre les mouvements sectaires. Et puis aussi de ne pas se contenter d'un seul thérapeute. Lorsqu'on est face à un thérapeute qui a un discours qui peut paraître bizarre, il vaut mieux aller en voir un autre pour comparer et pour avoir d'autres avis, pour ne pas rester enfermé dans une relation duel avec un thérapeute qui pourrait induire une relation d'emprise. Ce qui me paraît clair en tout cas, c'est que les personnes qui entrent dans un mouvement sectaire, ce qui leur fait défaut, c'est l'esprit critique. Je pense que c'est ça le principal danger. La perte de l'esprit critique, c'est sûrement un des moyens qui permet au mouvement sectaire d'avoir une emprise sur leurs adeptes.